bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus, c'est le journal de la Méditerranée, 26 minutes pour faire le tour de l'actualité du bassin méditerranéen. Nous partirons à la rencontre du père du petit Aylan. La photo de son fils de 3 ans retrouvé mort sur une plage turque a suscité une prise de conscience internationale sur la situation des réfugiés. Aujourd'hui, il s'investit pour venir en aide aux migrants. C'est une religieuse, pas comme les autres. Sœur Christina a été repérée dans un concours de chant depuis. Elle n'arrête plus à Rome. Elle est sur scène pour jouer Sister Act. Étonnant, vous verrez. Nous recevrons également un amoureux de la Méditerranée. À l'occasion de la sortie de son livre et de son dernier album, Enrico Macias commentera avec nous l'actualité du bassin méditerranéen. Rien ne semble pouvoir arrêter le bruit des armes en Syrie. La guerre se poursuit encore et toujours. Les forces de Bachar al-Assad, aidées par les frappes aériennes russes, sont en train de reconquérir la région d'Alep. Les bombardements ont d'ores et déjà fait plus de 500 morts et des dizaines de milliers de civils tentent de prendre la fuite. Ils se sont retrouvés bloqués à la frontière turque, vous le voyez. Le pays maintient en effet fermé le seul point de passage accessible entre le nord de la province d'Alep et la Turquie. Les autorités redoutent notamment un nouvel afflux de réfugiés. Ils sont déjà plus de 2 millions de Syriens sur le sol turc. Les États-Unis et la Russie semblent être tombés d'accord sur une cessation des hostilités en Syrie afin de relancer le processus de paix et tenter de stopper l'exode des civils. Alors, dans ce contexte, nous avons voulu mettre en lumière des hommes et des femmes bien décidés à réagir. À Lesbos, en Grèce, des bénévoles venus des 4 coins du monde unissent leurs forces pour venir en aide aux réfugiés et leur garantir un accueil décent. Les humanitaires de Lesbos, c'est un reportage de Marc de Chalvron et Yann Moine. Un froid saisissant, un vent puissant et une mer agitée. Aucun migrant ne devrait tenter la traversée depuis la Turquie, juste en face. Trop risqué. Et pourtant, ces secouristes espagnols sont bien là, à guetter la mer. Sait-on jamais. Comme il y a des vents qui viennent du nord, ça peut aider les migrants à arriver ici, parce que ces vents les poussent vers la côte. Ces secouristes espagnols sont devenus incontournables à Lesbos. Depuis 4 mois, ils sortent en mer dès que les conditions le permettent. Accueillir les migrants, les secourir en cas de besoin, les orienter le plus souvent pour atteindre le rivage dans les meilleures conditions possibles. L'association Proactiva n'accepte que des secouristes aguerris, mais la plupart sont bénévoles à Lesbos, comme Carlos Zabala, qui a pris 2 semaines de son temps cette fois. Et c'est certain, il reviendra. Les mois précédents, il y avait des jours avec plus de 100 bateaux, tous les jours. Ça veut dire 4000 personnes par jour. Les gens ne réalisent pas. 4000 personnes qui traversent la Méditerranée tous les jours. C'est incroyable. Anna est arrivée comme bénévole il y a 4 mois. Grâce aux dons de son association, elle devrait bientôt pouvoir se salarier. Cette ancienne présentatrice à la télévision suédoise ne sait pas quand elle va rentrer chez elle. J'étais censée venir 1 semaine. Je suis arrivée en septembre dernier. Ça fait un peu plus d'1 semaine. Cette vie est si intense. Ça te remplit tellement d'émotions. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'hospitalité de ce petit port et de la population locale. Ce responsable d'une association grecque nous amène au domicile d'une vieille dame. Emilia Kamsivi, 85 ans, aide régulièrement les réfugiés. Rendue célèbre dans le monde entier grâce à cette photo, on la voit donner un biberon à un bébé syrien d'à peine 1 mois. Emilia se retrouve proposée pour le prochain prix Nobel de la paix. J'ai vu le bébé, il était épuisé par la traversée. Que pouvais-je faire d'autre? Je l'ai pris, je m'en suis occupée. Et après? Après, je l'ai nourri comme si c'était mon propre enfant. Demain, de nouvelles embarcations de migrants arriveront très certainement sur ces côtes et seront accueillis par ces bénévoles venus du monde entier. Une parenthèse d'humanité. Et s'il y a une image qui a exposé aux yeux du monde toute la violence du conflit et de ses conséquences sur les civils,
c'est sans aucun doute celle du petit Aylan. Cet enfant syrien est mort le 2 septembre dernier à l'âge de 3 ans. La photo de sa dépouille gisant sur une plage turque a provoqué une onde de choc dans le monde entier. Plus de 5 mois après, l'une de nos équipes a retrouvé son père qui avait survécu. Sa vie a basculé. Et désormais, vous allez le voir, il s'investit auprès des réfugiés. Voici mes 2 enfants, Alan et Galeb. De sa vie de famille, il ne lui reste aujourd'hui que les souvenirs et cette photo de ces 2 garçons qu'il a fait agrandir. Elle me touche vraiment beaucoup. Depuis 5 mois, Abdullah Kurdi cherche la force de continuer à vivre. Sa femme avait 27 ans, Galeb 4 ans et demi avec son t-shirt bleu et Alan 2 ans. Comment c'est possible? Je n'arrive pas à imaginer qu'ils ne sont plus là. La photo de son fils Alan, mort noyé, a bousculé l'opinion. Elle est même devenue un symbole. Sur cette photo, on a l'impression qu'il dort, parce qu'Alan dormait dans cette position dans la maison. Est-ce que vous auriez imaginé que la mort de votre fils puisse à ce point bouleverser l'Europe? Cette image de mon enfant, dans toute son innocence, mort, allongé comme ça sur la plage, elle ne peut que bouleverser ceux qui la regardent. Même les cœurs les plus durs, même ceux des criminels. Je me console aujourd'hui en me disant qu'Alan est venu au monde pour porter un message à l'humanité, que c'était son destin, puisque sa mort a déclenché une prise de conscience dans le monde entier. Depuis ce drame, Abdullah Kurdi n'est jamais retourné dans son village en Syrie. Il s'est arrêté ici dans le nord de l'Irak, où le gouvernement kurde lui a offert dans ce quartier cossu une maison toute neuve. Abdullah n'a pas de travail, mais il entend fonder ici une association pour les enfants de réfugiés. Régulièrement, Abdullah Kurdi visite des camps de réfugiés en Irak, comme celui-ci situé sur la route de Mossoul. Des milliers de Syriens vivent ici, parfois depuis plusieurs années. Parmi eux, beaucoup d'enfants. Ah, tu es syrienne? C'est la première fois qu'on vous voit sourire. C'est quand vous croisez un enfant. Les enfants, c'est la vie, on n'est rien sans eux. Elan adorait les toboggans. Quand il en voyait un comme celui-ci, il ne voulait jamais en partir. Dans ce camp, presque tous les réfugiés connaissent l'histoire d'Aylan. Mais le drame qu'il a vécu n'effraie pas pour autant ses familles, qui toutes rêvent d'Europe. Regardez ici, on s'arrache la nourriture quand il y en a. Nous vivons dans des tentes, dans la misère. Nous n'avons ni travail, ni école, rien. Aucun avenir. Mais quand il voit tous ces enfants, toutes ces familles, est-ce qu'il leur dit « Allez-y, prenez la mer » Est-ce qu'il n'a pas envie de les dissuader de partir? Tout ce que je peux faire, c'est les aider, leur amener ce qu'il faut pour qu'ils n'aient pas envie de se mettre en danger comme je l'ai fait. Vous savez, j'ai beau les prévenir tant que je peux, je sais que dès qu'ils auront un peu d'argent, ils partiront, avec tous les risques que cela comprend pour fuir cette vie qui n'en est pas une. Les Kurdes ont accordé à Abdullah Kurdi le statut de peshmerga, de militaire. Et même s'il ne prendra jamais les armes, son image de père d'enfant martyr est aujourd'hui mise en avant dans la lutte contre Daesh. Quitter son pays, ses racines, voilà un sujet qui ne cesse d'inspirer notre invité cette semaine. Enrico Macias, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, ça me fait plaisir d'être avec vous et surtout dans le bassin méditerranéen. Oui, j'imagine. On va en parler justement avec vous. Alors, avant de revenir sur votre parcours justement intimement lié à la Méditerranée, quelle est votre réaction face à la situation de ces réfugiés ?
Mais écoutez, d'abord, je ne vais pas rentrer dans une explication politique. Moi, ça ne m'intéresse pas. Je vais vous répondre avec mon cœur. Et mon cœur, c'est que dit que quand il y a des gens qui sont dans une telle détresse, dans une telle catastrophe, de perdre leurs enfants ou eux-mêmes dans des bateaux de pacotille pour s'échapper de la barbarie ou de la torture ou de quoi que ce soit, moi je dis qu'il faut essayer de faire tout son possible pour accueillir ces gens-là. Bien sûr, on va me dire, oui, mais on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais vous savez, la terre appartient à tout le monde. Et il ne suffit pas d'avoir un passeport pour être sauvé. Et je veux dire, quand il y a des gens qui sont en difficulté, il faut faire tout son possible pour les aider. Alors, je le disais, l'exil, c'est vrai que c'est un sujet qui vous a inspiré. C'est aussi un sujet que vous avez connu personnellement? C'est un sujet que j'ai connu, pas de la même façon, mais quand j'étais en Algérie, j'étais obligé de partir de chez moi. On avait la nationalité française, on avait tous nos papiers, mais quand on est arrivé en France, j'ai été très déçu au début. Je ne dis pas que je généralise pas, parce qu'il y a des gens qui ont été super sympas avec moi, avec nous, mais il y en a d'autres qui nous ont très très mal reçus, et parce que je pensais qu'on allait être vraiment reçus comme des héros, nous qui nous sommes battus pour la France. Voilà, on est arrivé en France, on était un petit peu comme des étrangers. C'est pour ça que je comprends le problème des étrangers en France. Enrico y Macias, vous restez avec nous. Auparavant, revenons sur votre parcours, votre exil, votre arrivée en France, puis le succès, une vie hors du commun. Christelle Chabert, Claire Giton. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison. Au début des années 60, la France découvre un jeune homme, crinière et regard charbonneux, une guitare à la main, il s'appelle Enrico Macias. En pleine époque yéyé, sa chanson « Adieu mon pays » devient le symbole de l'exil de milliers de pieds noirs. Une douleur que ce jeune Constantinois, de son vrai nom Gaston Grenacia, porte en lui dès ses débuts en 1962. Dans le flot du regret. Je crois que tout s'arrange dans la vie, mais ce qui nous manque le plus, c'est de ne plus retourner là où on est né. C'est le contact avec la terre natale. C'est quelque chose qu'on ne peut plus guérir. Vous savez, on est obligé de penser à sa terre natale, à la maison où on est né, son quartier. C'est comme ça chez Enrico Macias. La mélancolie côtoie toujours l'optimisme. S'il regrette son pays, il salue aussi la France. À Belleville, toi à Paris, tu m'as pris dans tes bras. Et célèbre la fraternité entre les hommes. Enfants de tout pays, tendez vos mains, meurtri semer l'amour et puis donner la vie. Une fraternité qu'il a connue dans sa jeunesse, quand il jouait dans l'orchestre de son beau-père, le Tchèque Raymond Léris, dans lequel musiciens juifs et musulmans se retrouvaient autour de la musique arabo-andalouse. En 1999, après des années de variété, Enrico Macias renoue avec cette tradition, comme ici, à Grenade. Mais la musique n'est pas un passeport absolu. D'origine juive, Enrico Macias soutient Israël, ce qui lui ferme les portes des pays arabes, mais surtout celles de sa terre natale. En 2000, sa tournée en Algérie est interdite après un appel au boycott lancé par les partis islamistes légaux. Même refus en 2007 et même déception chez le peuple algérien. Je voudrais bien qu'il vienne Enrico Macias. Ah oui, vous l'aimez bien. Oui, même j'ai dit à mon fils, même pour rentrer le voir, pour 500 000, je rentrais le voir. Son exil, l'impossibilité de revoir son pays d'origine, la mort des êtres chers, autant de thèmes qu'Enrico Macias évoque dans son dernier livre L'envers du ciel bleu et dans son album Les Clés qui sort le 19 février prochain. Des clés qui ouvrent les portes de son passé, mais surtout d'un avenir que cet optimiste de 78 ans voit toujours en musique et plein d'espoir. Tu dis je peux, tu dis je veux, le jour se fait de ton mieux pour dessiner au fusain les moindres lignes de ta main. Tu dis je fais, tu dis je vais, j'ai tout prévu, tout vérifié, à l'ombre de ta vanité, je ne saurais te résister.
Alors, on vient de le voir à l'instant, Enrico Macias, vous sortez un livre intitulé « L'envers du ciel bleu ». Vous revenez sur votre exil, on en a parlé. Pourquoi ce besoin d'écrire? Vous savez, après 54 ans de carrière, j'avais besoin d'expliquer certaines choses qu'on n'a pas découvertes pendant tout mon parcours. Parce que mon désir à moi, c'est de faire oublier dans mes spectacles et dans mes chansons tous les soucis de chacun, les soucis quotidiens. Et puis aussi, moi, ce que j'ai comme image, une image de paix, c'est vrai, une image festive, mais la paix n'existe pas encore, donc j'en souffre, mais j'ai toujours l'espoir, l'espérance qu'un jour la paix viendra. Et j'ai toujours l'espérance que les souffrances de chacun disparaissent petit à petit. Et j'ai voulu expliquer à mes petits-enfants et par la même occasion aux autres générations, aux futures générations, leur expliquer que mes douleurs, que je ne peux pas, que je n'ai pas le droit de partager avec le public. Alors la Méditerranée fait partie de vous, hein, de votre vie. C'est vrai qu'elle occupe une place importante encore aujourd'hui dans votre cœur. C'est toujours le cas? Ben écoutez, quand j'ai quitté l'Algérie, je me suis retrouvé de l'autre côté de la Méditerranée. Bon, c'est une petite consolation, mais parce que mes racines ont été coupées, mais j'ai reconstruit des racines du côté de la Méditerranée aussi. Pour moi, la Méditerranée, c'est mon univers, c'est ma patrie. Alors dans le contexte que l'on connaît, alors que la communauté juive de France s'inquiète de la tension grandissante, c'est vrai que certains juifs font leur alia, vous aviez déclaré envisager un jour quitter la France pour rejoindre Israël. Vous le pensez encore? Non. Vous savez que chacun d'entre nous, des juifs, c'est un idéal que nous avons un jour de rejoindre Israël. C'est ce qu'on appelle la loi du retour. Mais j'ai dit ça dans un élan du cœur, d'aller en Israël, pas pour fuir, ni pour des questions matérielles. C'est uniquement par amour que j'ai pour Israël. Donc, quand j'ai annoncé ça, c'est un peu mon idéal qui m'a devancé. Mais moi, je ne peux pas laisser tous mes coreligionnaires dans cette situation, et je serai le dernier à partir, et que ce sont eux qui m'emmèneront, mais pas moi qui les emmènerai en Israël, si jamais la situation se dégrade. Enrico Macias, j'aimerais vous faire réagir sur un sujet plus que jamais d'actualité. La population berbère d'Algérie a obtenu il y a quelques jours que la langue, le tamazight, soit reconnue comme langue officielle en Algérie, alors que l'arabe demeure celle de l'État. Mais c'est quand même un grand pas après une lutte de plus d'un demi-siècle. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est un peu tard quand même de le faire, mais que c'est très bien de l'avoir fait. Et que moi, j'étais outré de voir que les Berbères ne pouvaient pas utiliser leur langue officielle. On les interdisait à l'époque d'apprendre le berbère à l'école. Donc, pour moi, c'est quand même une grande avancée. C'est une très très grande avancée, mais je trouve que c'est un peu tard de l'avoir fait. Vous avez d'ailleurs voulu vous rendre en Algérie plusieurs fois, ce fut longtemps impossible. Est-ce qu'aujourd'hui ce serait envisageable? Écoutez, je ne dis jamais non à l'avenir, on ne sait jamais ce que nous réserve l'avenir, mais en tout cas, après 3 ou 4 tentatives de me faire revenir en Algérie qui ont capoté, je trouve que le peuple algérien, comme moi-même, ont été frustrés parce que j'étais, jusqu'à présent, je suis toujours le chanteur de l'exil, et en allant en Algérie, je devenais le chanteur de la réconciliation de tous les enfants d'Algérie. Les Harkis, les Pieds Noirs, les Berbères, le peuple algérien, tout le monde. Et alors, on a raté quand même quelque chose d'historique. Et c'est une erreur historique de ne pas m'avoir fait venir en Algérie. Parce qu'en allant en Algérie, il y avait une possibilité de développer encore 1000 fois mieux le niveau de vie des Algériens. Et puis, vous savez, un peuple qui n'a pas de diversité ne peut pas être dirigé convenablement.
Enrico Macias, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et je rappelle la sortie donc de votre livre L'envers du ciel bleu aux éditions du Cherche Midi. Un livre et puis parallèlement un nouvel album baptisé Les Clés qui sort cette semaine. Et si vous souhaitez revoir cet entretien et ce magazine dans son intégralité, n'hésitez pas à vous rendre sur la page Le Journal de la Méditerranée sur Facebook. Si Enrico Macias aime chanter la fraternité entre les peuples, une autre artiste est guidée par l'amour des autres. Sœur Cristina est religieuse, mais aussi chanteuse et comédienne. Cette Italienne s'était fait remarquer dans un concours de chant aujourd'hui. Elle monte sur scène à Rome et joue dans la comédie musicale Sister Act. Retour sur cet autre parcours hors du commun. À Rome, c'est la comédie musicale à succès. Sister Act attire les foules. Il faut dire qu'à l'affiche, il y a Sœur Cristina, une vraie religieuse. Elle s'était faite remarquer en 2014 en remportant la finale d'un télécrochet. La prestation de la jeune femme avait alors bluffé le jury et l'Italie tout entière. Aujourd'hui, Sœur Cristina se sent comme chez elle dans le milieu du show business. Sur scène, elle joue le rôle de la novice timide au solo décoiffant. Alors, celle que toutes les télés se disputent, serait-elle en train de tourner le dos à Dieu, aveuglée par sa passion du spectacle ? Comment ? Si j'ai changé de vocation ? Bien sûr que non. Le Seigneur m'a appelée sur scène et de cette façon, je continue de le servir. Je ne suis pas une star, mais plutôt une simple étoile du Seigneur. En tout cas, Sœur Cristina, 27 ans, est bien acceptée par les autres comédiens qui, eux, sont tous professionnels. C'est une bête de scène. Non seulement elle chante bien, mais aussi elle joue bien. Et surtout, elle joue juste. Quant au public de la capitale italienne, il est sous le charme. Bravo, bravo à Sœur Cristina. Elle est formidable, c'est une vraie force de la nature. Et il se murmure déjà que Sœur Cristina a d'autres projets qui pourraient la conduire en Amérique. Et puisque nous parlons musique, découvrons ensemble cette fusion entre deux groupes à première vue opposés. L'un chante en occitan, l'autre rappe en français. Deux familles musicales réunies sur scène à Montpellier et au final, un mélange détonnant. Caroline Agulot, Nicolas Chataille. Dans la famille musique traditionnelle, voici Maud et Titoine. Ce duo, baptisé Faïdeli, se réapproprie et réinvente la musique occitane. On est en territoire occitan, languedocien, donc la langue elle est encore là, elle est quand même prête à jaillir, même si elle a beaucoup disparu. Il y a un héritage, ouais. Il y a un héritage musical et poétique qui nous vient depuis le Moyen-Âge. Dans la deuxième famille, celle du hip-hop, voici Clément et Maxime. Oups, j'oubliais le troisième musicien, le batteur dénommé La Chips. Le trio Boisvert écrit et met en musique du rap poétique. Parler de rap de banlieue ou pas, enfin nous on vient pas forcément de banlieue, tu vois, on est plus sur la description en fait de notre qualité, de notre quotidien quoi, de celle de jeunes de 25 et 30 piges quoi, tu vois. 29 pardon. L'idée des deux groupes, fusionner leurs univers musicaux, a priori à des années-lumière l'un de l'autre. Et pourtant, la musique est parfois le théâtre d'unions improbables qui donnent naissance à des petits bijoux. Mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de squelette de piment, d'espelette, le ciment laisse le... Sous l'appellation Urban Balletti, ensemble les 5 musiciens s'amusent, jouent avec les styles, cassent les codes, se régalent et nous régalent. Jusqu'à ce qu'il saigne. On se kiffe, on kiffe aussi nos travaux respectifs, c'est-à-dire que nous avec Maud on aime beaucoup Boisvert. Je ne sais pas si Boisvert aime bien Faïdeli, mais en tout cas ils aiment bien le vin qu'on leur fournit, etc. Après le recul politique sur ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire est-ce que c'est mixer les deux ? Alors bon,
Tits. Attends, laisse-moi finir ma phrase. Promis, je parle pas des réfugiés, je parle pas de la politique de Valls, promis, je parle pas de tout ça. Moi, ça me fait marrer d'aller jouer dans des festivals occitans. Je trouve que ça nous donne une tribune qui est vachement intéressante en tant que rappeur français, quoi, tu vois. Ça se passe la nuit et quand les gens dorment, quand les gendarmes en uniforme. Ce libre mixage de rap et de trad a vu le jour en mars 2014. Depuis leur fusion, ils écument les ballettis, les salles de concert, les festivals. Si vous croisez leur nom, Urban Balletti, allez les voir sur scène. Quelle que soit votre génération ou vos influences musicales, à coup sûr, ils vous feront valser. Un sujet à revoir sur culturebox.fr. Eux aussi vous feront valser. Forme, eh bien derrière ce nom se cache une compagnie de danse, un duo marseillais qui explore le hip-hop sans limite. Ils finissent une tournée européenne et promettent d'autres concerts à domicile. La semaine prochaine, vous retrouverez ici même Christelle Chabert. À très vite.